I've seen things you people wouldn't believe. Vous écoutez Parlons Travelling et Gros Plan, une émission entièrement consacrée au cinéma sur Radio B et diffusée tous les premiers jeudis du mois à 7h30, 8h30 et 12h30. Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez Travelling et Gros Plan. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer de suivre le parcours croisé de George Lucas, Francis Ford Coppola et Steven Spielberg que nous avions entamé lors de la précédente émission. Nous avions vu comment ils étaient parvenus à dominer les années 70 en se surpassant les uns les autres année après année. En effet, en 72, Coppola triomphait au box-office avec Le Parrain, avant d'être dépassé en 75 par Les Dents de la Mer de Spielberg, qui sera lui-même surpassé en 77 par Lucas avec Star Wars. Mais leur destin n'était pas encore scellé, car il ne suffit pas d'arriver au sommet, encore faut-il pouvoir y rester. Et nous allons voir à présent comment les années 80 ont définitivement décidé de leur avenir respectif. Repartons en 1977 avec la sortie fracassante du premier Star Wars qui surprendra tout le monde et en premier lieu ses auteurs. Écoutons son producteur Gary Kurtz qui témoignait du phénomène dans une interview de l'époque. Monsieur Kurtz, quand on vous a proposé ce scénario, honnêtement, avez-vous pensé que ce serait un tel raz-de-marée de dollars? No, we had no idea at that time. We didn't even have any idea when the film was finished that the response in America would be as tremendous as it has been. Nous avons eu 7 versions différentes du scénario et même arrivé au stade final et même le film une fois terminé, nous n'avions aucune idée que le public réagirait de cette façon. Comment expliquez-vous vraiment cet extraordinaire engouement du public, vous, à votre avis? I think that partly it's due to the fact that there hasn't been a good, enjoyable action adventure fantasy in a long time. Probablement une de la raison est qu'il n'y a pas eu de film qui soit un film d'aventure, un film de fantaisie et vraiment de distraction et de spectacle depuis très longtemps. Ce succès n'est pas simplement une bonne surprise pour George Lucas, ce sera surtout le moment pour lui de prendre sa revanche sur les studios. Après avoir été tant malmené jusqu'ici, il a cette fois-ci trouvé un moyen de les battre à leur propre jeu. En effet, confiant dans le potentiel de son histoire et dans sa possible prolongation dans le cadre d'une trilogie, il a négocié avec la Fox un contrat dans lequel il acceptait une réduction de son salaire de réalisateur en échange des droits sur les suites du film et sur son merchandising. À cette époque-là, l'industrie des produits dérivés n'existait pratiquement pas et l'éventualité d'un succès engendrant des suites était loin d'être acquise. Le studio ne s'est donc pas méfié de ces clauses, ce qui lui coûtera très cher. Il a ainsi trouvé un moyen de se réapproprier les profits de son œuvre qu'il compte bien utiliser pour obtenir sa liberté artistique en assurant le développement de sa société de production, Lucasfilm. Le succès du film lui permet donc d'entamer ce processus, mais cela ne sera pas encore suffisant. Pour parvenir à ses fins, il devra financer lui-même le second volet de sa saga de science-fiction. Ce sera la deuxième étape de sa revanche. L'Empire contre-attaque sera alors le plus gros film indépendant jamais tourné. Il n'est pas prêt. Yoda. Je suis prêt, Ben, je peux être un Jedi. Ben, dis-lui que je suis prêt. Prêt, tu crois être. Comment peux-tu savoir? Depuis 800 ans, je forme des Jedi. À mon seul jugement, je me fie pour savoir qui doit être formé. Je ne te décevrai pas. Je ne connais pas la peur. Oui. Tu auras peur. Tu auras peur. Contrairement à ce que l'on pourrait croire aujourd'hui, il ne jouait pas la sécurité en reprenant une recette qui marche. Au contraire, il jouait très gros et très risqué. En effet, il faut savoir qu'à l'époque, les suites des grands succès faisaient généralement des scores beaucoup moins importants que les films d'origine. Or, dans le cas d'un film comme Star Wars, dont le budget est considérable, un mauvais score serait catastrophique. Donc autant le premier film était un défi technique impossible, autant le second est un pari financier ultra périlleux. C'est quitte ou double. Soit il remporte tout et développe sa société, soit il perd tout et se retrouve à nouveau sous la coupe des studios qui lui dicteront leurs lois. Pour s'épargner une nouvelle crise d'hypertension, il confie cette fois la réalisation à un autre cinéaste, mais surveille les opérations de près en tant que producteur. Ce tournage ne sera pas aussi compliqué que celui du premier,
mais il aura quand même droit à son lot de difficultés. Après la tempête de sable qui avait perturbé le premier tournage, c'est une tempête de neige qui déstabilisera le second. Et aux complications occasionnées par les robots du premier, répondront ici celles de la marionnette de Yoda. Pas évident en effet de faire passer un petit gnome vert parlant à l'envers pour un grand maître Jedi. Mais le film sera un nouveau succès, et Lucas réussira ainsi à maintenir sa société, qui deviendra son nouvel empire. Pour lui, l'avenir est donc assuré, il n'aura plus jamais de problème avec les studios. En revanche, ce ne sera pas le cas de Coppola. Vous sentez cette odeur? Vous sentez cette odeur? Quoi? C'est le napalm, fils. Y a rien d'autre au monde qui ait cette odeur-là. Allez, dégagez. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Une fois, ils ont bombardé une colline pendant 12 heures et après, je suis allé au résultat. On n'a pas retrouvé le moindre cadavre de Niac, rien, pas un seul. Seulement, cette odeur d'essence plein les narines, sur toute la colline. Comme l'odeur de la victoire. Pendant que ses deux camarades triomphent, Coppola va quant à lui s'enferrer dans un tournage infernal, celui d'Apocalypse Now. C'est le troisième tournage catastrophe de cette histoire, après celui des Dents de la Mer et de Star Wars. Ce film qui transpose le roman de Joseph Conrad au cœur des ténèbres dans le contexte de la guerre du Vietnam, et que Lucas devait originellement tourner, sera son chemin de croix. Ici, les difficultés seront telles qu'il mettra 4 ans pour terminer son film. Ce n'est pas sur la mer ou dans le désert tunisien qu'il se perdra, mais au fin fond des Philippines. Il aura lui aussi droit à des tempêtes qui détruiront ses décors. Il décidera de remplacer son acteur principal initial, Harvey Keitel, au bout de 2 semaines de tournage, ce qui l'obligera à retourner des séquences entières, et son remplaçant Martin Sheen fera une crise cardiaque. Apocalypse Now ne bouleversera pas le box-office, mais il obtiendra une palme d'or. Le réalisateur se tire donc de l'enfer avec les honneurs, mais c'est en réalité le signe du début du déclin pour lui. La véritable catastrophe est à venir. À cette époque, Coppola est toujours à la barre d'American Zoetrope, la société de production qu'il a fondée en 1969 avec George Lucas et qu'il souhaite faire grandir suite à tous ses succès. Il décide alors carrément d'en faire un véritable studio qu'il dote d'immenses plateaux de tournage. Il s'associe avec des cinéastes, acteurs et autres artistes afin de constituer sa propre écurie hollywoodienne dont il sera le nouveau nabab. Mais malheureusement pour lui, rien ne se passera comme prévu. Il connaîtra rapidement de grandes difficultés et son nouveau film Coup de cœur, sorti en 1981, mettra un coup d'arrêt définitif à son rêve. In The Godfather, he explored the violent world of organized crime. In The Godfather Part 2, he examined the soul of power and corruption. In Apocalypse Now, he journeyed into the madness of war. Now, Academy Award winner Francis Ford Coppola and Zoetrope Studios take a very special look at love. One from the heart. It's neon and glitter. Let's run away from Las Vegas. Junkyards and paradise. To Bora Bora and other romantic places. Listen. Loneliness, laughter, and tears. I love her! This one's from the heart. Francis Ford Coppola presents a new kind of old-fashioned romance. One from the heart. Coup de cœur est une comédie musicale grandiose qui se déroule dans un Las Vegas entièrement recréé en studio, ayant un aspect irréel et poétique. Coppola inaugure à cette occasion de nouvelles technologies de contrôle de caméra à distance et de montage instantané, et se lance dans une débauche de féerie artificielle. Cette folie des grandeurs donnera un résultat superbe, mais le public ne suivra pas. C'est finalement cet échec qui signera la fin d'American Zoetrope en tant que véritable studio alternatif, même si la société continuera à produire des films par la suite. Nous sommes alors au début des années 80. Malgré son prestige artistique, Coppola est parti pour des années de galère, tandis que de leur côté, Spielberg et Lucas enchaînent les succès. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'ils vont finir par se rapprocher. Après s'être associé avec Coppola, Lucas se tourne vers Spielberg. Cette alliance était assez naturelle. Ce n'est pas leur succès qui les rapproche, mais leur goût commun. C'est ce que l'on peut voir par exemple en 1977, pendant que Lucas tourne Star Wars de son côté, de l'autre Spielberg filme Rencontre du troisième type. Ils sont alors à contre-courant de l'esprit dominant du nouvel Hollywood. Leurs autres amis cinéastes ne comprennent rien à ce qu'ils font, mais eux sont exactement sur la même longueur d'onde. Ils ont même échangé des parts sur les recettes de leurs films respectifs avant leur sortie, pour s'assurer l'un l'autre en cas d'échec. Mais au-delà de l'anecdote, cela témoigne d'une mutation profonde de l'histoire du cinéma que va incarner Lucas. En passant de Coppola à Spielberg,
Il a en quelque sorte effectué la transition entre le nouvel Hollywood des années 70 et le cinéma américain des années 80. Ces deux couples incarnent ces deux périodes, qui sont très différentes, aussi bien sur le plan narratif qu'esthétique. Pour le dire vite, on va passer d'un cinéma très réaliste, pessimiste, ambigu et contestataire, à quelque chose de beaucoup plus positif, divertissant et clinquant. Leur premier projet commun représente bien ce changement de perspective. Il s'agit des Aventuriers de l'Arche perdue, un film écrit et produit par George Lucas, dont il confiera la réalisation à son nouvel allié. Les Aventuriers de l'Arche perdue. Un film de Steven Spielberg et George Lucas. Pour Lucas, ce sera la troisième étape de sa prise d'indépendance face au studio. Fort de son alliance avec Spielberg, il va profiter de leur position de force commune pour imposer toutes ces conditions au studio Paramount qui distribue le film. En plus de leur salaire conséquent, ils parviennent à négocier la prise en charge de l'intégralité des frais de distribution et de promotion, ainsi que d'énormes pourcentages sur les recettes. Mais tout cela à deux conditions. Finir le film dans les temps et sans dépasser le budget. Des conditions loin d'être évidentes pour nos deux aventuriers quand on se souvient des tournages pour le moins compliqués des Dents de la Mer et de Star Wars. Mais heureusement pour eux, le premier Indiana Jones ne sera pas un nouveau tournage catastrophe. Spielberg va effectuer une préparation minutieuse du film, au millimètre près, pour éviter la moindre perte de temps. Et ils tourneront une partie du film en Tunisie, là où fut tourné le premier Star Wars. Il n'y aura pas de tempête de sable cette fois-ci, mais une épidémie de dysenterie à laquelle Spielberg échappera, car il était le seul à ne pas manger local et à se contenter de ses boîtes de conserve. Une astuce à retenir. Ainsi, le film sera emballé dans les temps et le succès sera bien évidemment au rendez-vous une fois de plus. L'expérience se passe tellement bien que deux suites verront ensuite le jour. Grâce à leur série de succès et à ceux à venir, George et Steven deviendront les deux cinéastes les plus puissants de l'industrie. Le premier va développer Lucasfilm et faire construire un immense domaine où il fera travailler de nombreux artistes. Il révolutionnera les effets spéciaux année après année avec ILM et sera un pionnier du sound design et du numérique. Spielberg deviendra lui-même un producteur très important avec sa société Amblin, puis avec le studio DreamWorks qui produiront une grande quantité de films et de séries. Coppola aura de son côté de plus en plus de mal à financer ses œuvres et finira par des films d'auteurs confidentiels à petit budget. Sa place, c'est dans un musée. La tienne aussi. Mais leur histoire commune ne s'arrête pas encore là. Certes, la plupart de leurs collaborations suivantes n'auront pas le même éclat, ni la même portée historique. Coppola et Lucas feront par exemple un court-métrage pas très intéressant avec Michael Jackson pour un parc d'attractions, et Spielberg et Lucas tourneront un quatrième Indiana Jones assez mauvais. Mais il y aura tout de même encore deux grands moments qui symbolisent bien l'aboutissement de ces deux relations. Pour Coppola, ce sera en 88 avec un film intitulé Tucker sur un petit entrepreneur automobile génial qui échouera à concurrencer les mastodontes de l'industrie. C'est donc un autoportrait déguisé. Ici, renversement des rôles, ce n'est plus Coppola qui aide Lucas comme au début des années 70, mais Lucas qui finance Coppola, pour ce qui sera peut-être son dernier chef-d'œuvre. Pour Spielberg, ce sera en 93 avec Jurassic Park. Lucas n'en est pas le producteur, mais pourtant il apportera un soutien décisif au film en lui offrant la technologie dernier cri de sa société d'effets spéciaux ILM. Celle-ci est à cette époque en plein développement de la technologie des images de synthèse, qu'elle a pu faire évoluer de façon spectaculaire quelques années plus tôt avec les films de James Cameron. Elle parviendra ici à animer de façon hyper réaliste les dinosaures, ce qui contribuera à en faire un nouveau succès planétaire dont l'impact sera considérable. Ainsi, l'association créative des deux hommes parviendra une nouvelle fois à bouleverser l'histoire du cinéma. Et je me retrouve tout seul là, et je me parle tout seul. C'est ça, la théorie du chaos. Voilà pour l'histoire croisée de ces trois immenses réalisateurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que si leur histoire est si exceptionnelle, c'est qu'au-delà de leurs différences, ces trois hommes ont un point commun fondamental. Ce sont plus que de simples réalisateurs, ce sont des entrepreneurs qui ont chacun rêvé de bâtir leur propre empire cinématographique et qui se sont fortement appuyés sur l'évolution technologique pour y parvenir. S'ils n'ont pas tous atteint cet objectif, l'aventure parcourue fut pour chacun d'entre eux aussi mouvementée que grandiose, et donc fascinante. Pour finir, je ne résiste pas à l'envie de vous passer un morceau de la BO d'Apocalypse Now, mais en attendant, je vous donne rendez-vous dans un mois, le jeudi 3 juin, à 7h30, 8h30 et 12h30 sur Radio B, pour le troisième épisode de Parlons Travelling et Gros Plan, une émission que vous trouverez également podcast à la rubrique émission du site de Radio B. À bientôt.
Mais écoutez, il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais... Enfin, c'est comme ça. Vous insinuez qu'un groupe composé exclusivement d'animaux femelles peut se reproduire? Non, 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 je dis simplement que la vie trouve toujours un chemin. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison.